Monsieur l'adjoint au maire de la ville de Tours, mesdames et messieurs les vice-présidents de l'université François Rabelais, mesdames et messieurs les directeurs de composantes, doyens et directeurs, mesdames et messieurs les directeurs d'école doctorale et directeurs adjoints, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis et surtout chers docteurs. Je suis vraiment heureux aujourd'hui, ce soir, de vous retrouver pour cette finalement désormais traditionnelle cérémonie de remise des doctorats, qui sera ensuite suivie de la cérémonie des vœux aux personnalités et aux partenaires de l'Université François Rabelais. Cette cérémonie solennelle de remise des diplômes est un signe fort de reconnaissance pour les étudiants qui sont fraîchement diplômés et aussi pour tous les personnels qui ont contribué à cette réussite, qu'il s'agisse des personnels techniques et administratifs ou bien évidemment des enseignants-chercheurs et a fortiori de leurs directeurs de thèse. Vous le savez, les docteurs de l'université, c'est le fleuron de l'université. C'est aussi un élément fondamental du sentiment d'appartenance à l'université que nous souhaitons développer, sentiment d'appartenance qui existe partout dans le monde, qui existe moins en France, parce qu'on sait peut-être moins bien toute l'importance qu'a pour le développement d'un pays les docteurs d'université. Alors aujourd'hui, pour marquer solennellement la fierté que nous avons d'accueillir les docteurs de l'université de la promotion 2014, eh bien nous allons leur remettre leur diplôme de doctorat accompagné d'une médaille qui est une réalisation du sculpteur Michel Audiard. Je suis certain que l'émotion sera forte pour les docteurs, mais aussi pour leurs familles. Je pense aussi pour les directeurs de thèse, parce que c'est un moment fort que la fin d'une thèse et qu'on est heureux de pouvoir la célébrer ensemble. Nous sommes d'ailleurs tous en toge pour que nous, les aînés, les responsables de l'université, témoignent de l'importance que nous accordons aux docteurs de l'université, que nous les accueillons dans cette alma mater qu'est l'université avec un grand plaisir et une vraie fierté. Nous avons initié cette cérémonie de remise des diplômes de doctorat en 2010. Nous fêtions alors les 40 ans de l'université. La promotion des docteurs s'était naturellement appelée promotion Rabelais. Ensuite, c'est les docteurs qui ont choisi eux-mêmes le nom de leur promotion. Philippe Maupas, Thérèse Plagnol, Léopold Sédar Senghor et l'année dernière Georges Sand. Mais avant d'en venir au choix du nom de la promotion des docteurs qui ont soutenu leur thèse en 2014, je vous donne quelques éléments chiffrés de cette promotion. 118 étudiants ont soutenu leur thèse en 2014, 56 hommes et 62 femmes, 37 étudiants étrangers de toute nationalité. Je sais que beaucoup sont là aujourd'hui, alors même qu'ils étaient retournés dans leur pays, et beaucoup nous ont dit qu'ils ne pouvaient malheureusement pas participer à cette cérémonie. La répartition au sein des écoles doctorales est la suivante. 50 thèses ont été soutenues dans l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société, 35 dans l'école doctorale Santé, Sciences biologiques et chimie du vivant, 21 dans l'école doctorale Énergie, matériaux, sciences de la Terre et de l'univers, 12 dans l'école doctorale mathématiques, informatique, physique théorique et ingénierie des systèmes. Nous formons à l'université François Rabelais des docteurs dans tous les domaines. Et puis, nous avons également 13 thèses en co-tutelle, des thèses donc qui ont été faites avec des collègues d'universités étrangères qui témoignent aussi de l'ancrage international de notre université. Mais vous le savez, cette remise de doctorat s'inscrit dans le contexte particulier des récents événements dramatiques que nous avons subis, et qui ont endeuillé la France. Je crois qu'il est important de rappeler à cette occasion que les valeurs humanistes, qui sont celles que nous portons à l'université François Rabelais, doivent être également défendues et portées par notre société tout entière. Et je sais que vous le pensez tous, nous avions peut-être l'impression qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Nous savons maintenant qu'il faut rappeler nos valeurs, qu'il faut les apprendre à tous ceux que nous avons dans le monde de l'éducation et que nous devons surtout les vivre pour pouvoir mieux les transmettre. Alors François Rabelais, qui avait une liberté de ton particulière, était finalement assez
proche de celui dont les docteurs ont décidé de prendre le nom, Léonard de Vinci, qui donne donc son nom à cette belle promotion de docteur 2014. Je pense que ce choix que vous avez fait est un choix qui représente plusieurs choses. D'une part, les valeurs humanistes dont je viens de parler, même si le choix avait été avant les événements. D'autre part, évidemment, parce que Léonard de Vinci représente un homme ou un génie universel, et d'autres que moi en parleront, et bien mieux que moi, tout à l'heure. Mais je crois aussi qu'on peut dire qu'il rassemble toute cette promotion. Parce que Léonard de Vinci est parfois présenté à la fois comme artiste et ingénieur, l'artiste et ingénieur de François Ier, on va en parler cette année, puisque nous allons fêter le 500e anniversaire de 1515 Marignan. À certains, ça rappellera des souvenirs. Mais Léonard de Vinci n'était pas, et c'était déjà beaucoup, n'était pas que artiste et ingénieur. Pour moi, par exemple, c'est d'abord un grand anatomiste. Voilà, parce que chacun a son champ particulier de connaissances. Et pour moi, Léonard de Vinci, c'est vraiment un grand anatomiste. Mais je pense que pour d'autres, c'est un grand architecte. Nos collègues du Centre d'études supérieures de la Renaissance ont reconstitué ce qui aurait dû être le château de Romorantin. Mais c'est aussi un botaniste, c'est aussi un hydrodynamicien, c'est évidemment aussi un philosophe, un poète, un écrivain. Bref, Léonard de Vinci, parce que c'était un homme d'esprit universel, embrasse, sans résumer, toute la promotion 2014 des docteurs de l'université François Rabelais. Et puis, votre promotion, par le choix qu'elle a fait de ce nom de Léonard de Vinci, est vraiment porteuse d'avenir, puisque l'université confédérale Léonard de Vinci, notre communauté d'université et d'établissement, va être créée dans les semaines qui viennent. Tous les conseils d'administration des futurs membres ont voté positivement pour cette création. Et dans 2 ans, eh bien, vos successeurs, qui seront docteurs d'université, préparés et aidés par l'ensemble des enseignants-chercheurs et du personnel de l'université, seront docteurs de l'université Léonard de Vinci, regroupant ainsi l'ensemble des docteurs de l'université François Rabelais, de l'université d'Orléans, de l'université de Poitiers, de Limoges et de La Rochelle. Mais peut-être faudra-t-il, mesdames et messieurs les docteurs, que vous vous rappeliez, peut-être vous l'avez fait exprès, que Léonard de Vinci disait « piètre disciple qui ne dépasse pas son maître ». Vous avez donc maintenant la lourde charge, mais aussi le grand plaisir, d'être ceux qui vont défricher le champ des connaissances, qui vont porter l'innovation vers le monde socio-économique, qui vont devenir des responsables, des dirigeants, et comme tout dirigeant, votre seule légitimité sera celle de servir. Si pour vous tous, cette cérémonie marque la fin d'un parcours, elle s'inscrit finalement dans le début d'un parcours sur lequel nous comptons beaucoup pour vous, qui est celui de votre insertion professionnelle. Et vous le savez, l'Université François Rabelais peut vous aider, si c'est nécessaire, à vous engager dans cette insertion professionnelle, notamment avec le dispositif Passeport Vie Pro, qui permet d'affiner son projet professionnel et d'être aidé dans les démarches qui permettent de réussir cette insertion dans ce que vous souhaitez faire plus tard. Je crois que le diplôme de doctorat, c'est un grand diplôme, c'est le plus haut diplôme de l'université partout dans le monde. C'est celui qui traduit la maîtrise de compétences tout autant que de connaissances. C'est celui qui vous a formé à travailler, bien sûr, en autonomie, à travailler en équipe, à avoir le leadership et surtout à avoir une créativité dont nous avons évidemment beaucoup besoin. D'abord parce que c'est un plaisir d'être créatif, mais en plus parce que la société, à l'heure actuelle, société dite de connaissance et de l'innovation, attend beaucoup de tous les créateurs. Mais vous serez aussi les ambassadeurs de l'Université François Rabelais, ambassadeurs de ses valeurs, ambassadeurs aussi de ceux et celles qui vous ont formé, de l'Université François Rabelais. Et j'espère, et en tout cas, je vous dis que nous vous accueillerons toujours avec plaisir lorsque vous reviendrez ici, à Tours ou à Blois, à l'Université François Rabelais. Aussi, je déclare sans plus attendre ouverte la cérémonie de remise des diplômes de la promotion Léonard de Vinci,
et vous invite à écouter successivement une brève intervention filmée de Gonzague Saint-Brie, que certains connaissent comme écrivain et dont on sait qu'il a dirigé avec son frère le Clos Lucé, là où est mort Léonard de Vinci, et puis ensuite à écouter la conférence que j'ai déjà annoncée de Pascal Briouat pour approfondir en quelques minutes votre connaissance de l'homme qui est Léonard de Vinci, au-delà de la légende que tout le monde connaît. Je vous remercie de votre attention. Quel honneur de voir rapprocher deux grands noms de la découverte du savoir ici, dans votre université François Rabelais, c'est le premier nom, et dans cette promotion, Léonard de Vinci, c'est le second nom. Mais Léonard n'est jamais un second, puisque c'est l'homme le plus connu dans le monde après le Christ et Mahomet. Léonard de Vinci représente l'innovation dans la tradition. Il y a 500 ans exactement qu'invité par François Ier, il traverse les Alpes pour venir rejoindre la Touraine, un demi-millénaire que vous fêtez ce soir par cette cérémonie de la remise des doctorats. Je n'ai pu être là, mais lui, certainement, avec son grand esprit, est présent. Je n'ai pas besoin, en m'adressant à ceux qui ont reçu ce doctorat, de leur dire ce qu'ils feront dans l'avenir. Mais je peux vous citer cette phrase extraordinaire de Léonard, « Ne pas prévoir, c'est déjà gémir ». Et puis, bien sûr, votre vocation, votre mission, votre devoir et votre désir, c'est la transmission du savoir. Le vrai pouvoir de demain, c'est le partage du savoir. J'accueille donc maintenant Pascal Briouat. Pascal Briouat est professeur à l'université François Rabelais, plus précisément au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Il a évidemment beaucoup de cordes à son arc. Il m'a déjà ébloui dans un certain nombre de conférences, en particulier sur l'histoire des techniques. Mais aujourd'hui, avec Pascal Briouat, place à Léonard de Vinci. Merci, Monsieur le Président. Alors, la charge qui m'incombe, c'est peut-être un petit peu de justifier le nom de cette promotion Léonard de Vinci pour tous les doctorants de mon université que je salue aujourd'hui. Alors, pourquoi cette légitimité est-elle plus grande pour une génération de doctorants que pour un parking? C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, après une première diapositive, si vous voulez bien, on va commencer le diaporama. Voilà. Alors rappelons déjà que la première légitimité à appeler notre promotion, la promotion Léonard de Vinci, c'est que les liens entre Léonard de Vinci et la Touraine sont très importants. D'abord parce que François Ier et Louise de Savoie, dès 1515, ont invité Léonard de Vinci à s'illustrer en Touraine, à venir chez Louise de Savoie, et sans doute a commencé un énorme projet qui commence à être un petit peu mieux connu, qui est celui d'un palais colossal, le palais de Romorantin. Alors ce palais est resté virtuel, mais vous en connaissez au moins le plan B, qui est Chambord. Alors le palais de Romorantin, c'est un palais qui était conçu comme le premier palais, ce qu'on appelle en italien une regia, c'est-à-dire quelque chose qui accueille la cour, mais qui accueille également tous les services de l'administration. Et cet immense palais, la France en avait besoin, puisque auparavant, nous n'avions guère que l'aile Louis XII du château d'Amboise et éventuellement du château de Blois et le château d'Amboise. On se rappelle que Louis XI avait un petit peu fâché les ambassadeurs Ferrare en les invitant dans une maison bourgeoise de Tours. Donc François Ier
décide effectivement de construire un palais qui soit à la hauteur de ses rêves impériaux et également de du travail, enfin de la compétition qu'il conduit avec l'Italie. Alors, Romorantin est un palais qui donne naissance en quelque sorte à Chambord. Alors, on peut le démontrer puisqu'on a le chaînon manquant, si vous voulez. Le chaînon manquant, c'est que on a découvert à l'époque de Louis XIV une maquette dans un grenier de Blois. Cette maquette que découvre Félibien n'est ni tout à fait Chambord, ni tout à fait Romorantin. C'est un palais qui a des caractéristiques italiennes, des caractéristiques à la française, par exemple des tours rondes avec à l'intérieur des salles carrées. Donc une hybridité entre la Renaissance italienne et le gothique français. Et puis il y a évidemment, image suivante, voilà, cet élément évident de l'ADN léonardien, c'est-à-dire le fameux escalier à double volute. Alors, comment se peut-il que les idées de Léonard se retrouvent dans Chambord, sachant que Chambord commence en 1519, juste au moment où meurt Léonard? Eh bien, tout simplement peut-être parce que le projet de Romorantin, Léonard de Vinci en a discuté avec le futur architecte de Chambord, qui était Dominique de Cortone. Et c'est précisément ce Dominique de Cortone qui a réalisé la maquette redécouverte par la suite dans le château de Blois. Et l'on sait que des discussions ont eu lieu entre Dominique de Cortone et François Ier et Léonard de Vinci, pardon, en 1518. L'image suivante va nous dire un petit peu quelle est l'occasion de cette collaboration entre les deux personnages. Ici, ce sont des choses que la recherche nous apprend à découvrir seulement maintenant. D'abord, il faut savoir qu'en 1518, François Ier avait commandé à Léonard de Vinci l'organisation d'une fête colossale pour célébrer Marignan. Et Monsieur le Président a rappelé l'importance de Marignan en cette année 2015. Effectivement, dès 1518, on a voulu célébrer la victoire du subjugateur des Helvètes. Et l'occasion en a été donnée par le mariage d'un prince italien, Lorenzo di Medici, et, pardon, on va revenir à l'image précédente, Lorenzo di Medici et Madeleine de la Tour d'Auvergne, une princesse française. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette fête ait été scénographiée avec des machines, et là on peut revenir à l'image que voici, scénographiée avec des machines léonardiennes. On est à l'époque où Léonard de Vinci travaille par exemple sur un lion automate. Vous voyez ici des dessins de Léonard de Vinci qui sont des dessins de costumes pour la fête en question. Et les trucages réalisés par Dominique de Cortone et Léonard de Vinci, c'est un château de bois et de toile que l'on va ruiner à coups de canons. Mais de faux canons qui tirent du tissu et du papier. Alors vous voyez, Léonard a toutes les casquettes que nous lui avons déjà prêtées. On peut rajouter celle de grands scénographes de cérémonies et de fêtes. Ce qui nous va bien pour la journée d'aujourd'hui. Alors d'ailleurs, nous allons, image suivante, célébrer en juillet prochain, nous allons essayer de reconstituer cette fête et qui avait pour but de placer François Ier sur les rangs de la compétition au trône impérial. Voilà. Alors, j'en viens maintenant au point essentiel qui nous intéresse. On vient donc de démontrer l'importance de Léonard de Vinci pour la Touraine. Il faudrait maintenant réfléchir à cette question de génie, qui est à mon sens un concept qui n'est pas très intéressant. Alors, ce qui m'a convaincu encore plus de ça, c'est que j'ai entendu dernièrement, je revoyais des documentaires qui montraient le procès de Nuremberg et je voyais que le chef d'état-major d'Hitler disait de Hitler qu'il était un génie. Donc voilà, c'est un bon exemple du fait que ce concept de génie est utilisé un peu n'importe comment. Et alors,
comment comprendre l'intelligence de Léonard de Vinci si on ne fait pas appel à ce concept fumeux et transcendantal de génie? Alors, le problème, c'est que quand vous voyez, évidemment, bon, là j'ai pris deux exemples classiques, le char d'assaut et l'ornithoptère, il est évident que la façon dont on se représente Léonard de Vinci, c'est effectivement le personnage qui va inventer le futur. Or, précisément, ça ne marche pas trop. Le char d'assaut, par exemple, il y en avait avant Léonard de Vinci. Et quant à l'ornithoptère, c'est précisément quand on abandonne les solutions de Léonard de Vinci qu'on arrive vraiment à inventer des machines plus lourdes que l'air qui volent. Alors, image suivante. Le premier à avoir lancé ses critiques un petit peu sévères sur Léonard de Vinci, mais on va voir que les critiques n'implique pas forcément qu'on rejette l'intelligence de Léonard, c'est Marcellin Berthelot, un académicien des années 1880 à 1900, et qui avait prouvé, un petit peu avant tout le monde, que la plupart des machines de Léonard de Vinci qui étaient supposées désigner son génie, le char d'assaut, les parachutes, etc., toutes ces machines-là, en fait, existaient. Image suivante, dans la génération qui précède, c'est-à-dire chez les ingénieurs siennois, ceux par exemple qui construisent ces bottines à Sienne qui permettent d'apporter l'eau au cœur de la ville, et ceux, image suivante, qui inventent, vous voyez, des machines qu'on va retrouver chez Léonard de Vinci. Une scie hydraulique, un parachute. Léonard n'est pas l'inventeur de ces machines, bien qu'il les dessine. Hein, ça vient de la génération d'avant. Alors, image suivante encore, vous voyez ici des dessins de Taccola et de Francesco di Giorgio Martini qui prouvent qu'il y a bien des ingénieurs avant. Et encore l'image suivante, il faut comprendre que Léonard s'inscrit dans un contexte d'une sorte de révolution des techniques au moment où Florence est un immense chantier avec des grues. Alors, et ces grues qui permettent de construire le Duomo de Florence sont dessinées par Léonard de Vinci. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on les connaît le mieux. Mais ce sont des inventions de l'ingénieur architecte Brunelleschi. Donc vous voyez, là encore, même Léonard de Vinci est juché sur les épaules des géants. Image suivante. Vous voyez des treuils et des machines. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce que je voudrais vous montrer, on va essayer de comprendre dans les 4 minutes qui me restent avant de vous montrer une petite vidéo, ce qui est vraiment l'intelligence de Léonard de Vinci. Et je prendrai juste l'exemple de la mécanique ici. Alors, vous voyez ces engrenages de Léonard de Vinci qu'on trouve par exemple dans le Codex de Madrid. Ces engrenages sont en réalité une sorte de saisie de toute la technologie du temps de Léonard de Vinci. Ce ne sont pas des inventions de Léonard de Vinci. Certaines datent du XIVe siècle. Image suivante. Alors vous voyez, ce qui est intéressant finalement dans le travail de Léonard, ce n'est pas l'invention de ces machines, c'est leur mise en ordre. Comme on dit à l'époque, c'est leur réduction en art. Vous voyez, tous les types de vis, tous les types de joints, d'engrenages, de poulies, de cames, de bielles manivelles, etc., et de machines à cliquer, tout ça, ça existe avant Léonard de Vinci. Mais Léonard en fait une sorte de grammaire qui permet d'inventer la mécanique moderne. Image suivante. Vous voyez, quand au XIXe siècle, Relot constitue une grammaire de la mécanique qui va être très importante pour toutes les grandes écoles, eh bien, ces chaînes cinématiques de Relot reprennent complètement les concepts de Léonard. Et il se trouve que Relot avait connaissance des dessins de Léonard qu'on commençait à publier à son époque. Image suivante. Voilà, alors, si je prends la roue semi-engrenée que vous voyez ici, dessinée par Léonard, qui est intéressante parce qu'elle crée un mouvement de va-et-vient, alors on pourrait s'esbaudir devant le génie du maître, mais ce serait se tromper, car ce type de roue semi-engrenée, on les trouve déjà chez Francesco di Giorgio Martini avant lui, ou chez les Della Volpaia, et je pourrais même dire qu'on les trouve dans la science arabe, dans la technologie arabe du XIVe siècle. Image suivante. Alors, le problème des dents d'engrenage
et des roulements à billes, là encore, Léonard se saisit d'une sorte de révolution qui est celle de son siècle, qui est celle des machines nouvelles, d'une résistance des matériaux qui est pensée, par exemple en termes de machines en acier, ou des roulements à billes qui permettent de compenser la faiblesse des éléments de machine. Image suivante. Voilà. Vous voyez que Léonard copie Brunelleschi en l'adaptant. Image suivante encore. Alors, on va passer là-dessus, mais vous voyez, la question des frottements est quelque chose qui passionne Léonard de Vinci. On le voit dans ces questions sur les axes de cloche. Ce qui m'intéresse ici, c'est que dans des travaux récents, j'ai pu démontrer que ces systèmes anti-frottement de Léonard de Vinci ne sont pas de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci le dit lui-même. Là, ce ne sont pas des Italiens qu'il copie, mais des Allemands. Parce qu'il a à côté de lui des mécaniciens allemands qui disent, s'appelle Giulio Tedesco, Jules l'Allemand, et Léonard dit, Jules me dit que chez lui, pour les engrenages, pour les systèmes anti-vibration de cloche, on fait comme ça, mais ça marche peut-être moins bien. Mais il y a bien transmission d'un savoir qui est déjà un savoir européen. Image suivante. Voilà. Alors, on pourrait, je vais passer là-dessus pour gagner du temps, mais voyez les fusées d'horlogerie qu'on dessine pour la première fois chez Léonard de Vinci. En réalité, image suivante, elles existent déjà dans plein de mécanismes du temps. On les voit ici dans la nef de Charles Quint. Dans les écluses, là encore, on prête beaucoup à Léonard de Vinci. On lui prête l'invention des écluses à porte busquée, mais ça n'est pas si clair. Alors, où est l'intelligence de Léonard de Vinci? Je l'ai dit déjà, c'est la question de la réduction en art et de l'écriture d'une grammaire où les choses sont distinguées en éléments simples. Mais on voit ici dans des machines textiles dont Léonard dessine les plans, qu'il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ces éléments simples lui permettent de construire des machines complexes comme ce métier à tisser ou cette machine à faire des feuilles d'or. Alors, ce métier à ruban, il est très intéressant parce que, de fait, image suivante. Ah, alors il me manquait quelque chose. Bon, peu importe. Ce métier à tisser, on va en retrouver les techniques particulières parce que ça n'est pas exactement la navette de John Kay, ce sont des sortes de bras robots qui se passent une navette, c'est quelque chose d'assez compliqué. Cette technique-là, on la retrouve au XVIIe siècle. Comment c'est passé de Léonard de Vinci au XVIIe siècle? On l'ignore assez. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Léonard pense, finalement. Et plutôt que de parler de génie, moi, j'aime bien qu'on s'intéresse à la mentalité de Léonard. Ici, par exemple, vous voyez ce moulin à soie de Bologne. Ça existe déjà au XIVe siècle. Ce sont des machines assez complexes qui font 5 mètres de haut, qui sont mues par des moulins hydrauliques et qui permettent de fabriquer de la soie, c'est-à-dire l'étoffe de luxe par excellence pour les cours de la Renaissance. Mais, image suivante, ce que fait Léonard, c'est qu'il adapte les systèmes de la filière soie à la filière laine. Vous voyez ici une machine qui, en tournant une manivelle, est capable de faire tourner des bobines, ces bobines qu'il y avait déjà dans la filière soie, pour mécaniser la filière laine, très importante pour Florence. Image suivante. Le fuseau à LED, j'en parle pas, je viens d'en parler. Alors, et je vais finir peut-être par un processus mental de Léonard de Vinci autour d'une pompe, mais une pompe qui est très importante pour notre civilisation occidentale. Alors, le principe est le suivant. Au départ, Léonard découvre chez Tacola, vous voyez son prédécesseur, un trébuchet, un genre de catapulte. Vous voyez qu'il y a une sorte de quart de cercle à sa base, et c'est en tirant sur le quart de cercle que l'on remonte le trébuchet. Lui-même va donc taquiner un peu ses idées d'ingénierie militaire. Vous le voyez et j'aurais pu en mettre une quantité. Hein. Léonard a beaucoup travaillé sur ce thème-là. Mais à force de travailler sur le thème des trébuchets, il se dit que ce qui est intéressant, c'est le principe qui est derrière tout ça. Et le principe, c'est la mise en relation d'un mouvement de rotation avec un mouvement de translation.
et il renverse... Non, il faut revenir un petit peu, je n'ai pas fini sur cette diapositive-là. Et vous voyez l'image en haut à droite, il s'agit d'un contrepoids, on abaisse le contrepoids, et ça abaisse grâce à ce système translation-rotation. Vous voyez, il a inversé le système, ça permet de faire fonctionner une excavatrice. Et ce système quart de cercle chaîne, vous le retrouvez dans un système de pompe. Et je veux bien qu'on lance la vidéo conclusive de mon propos, si vous voulez bien. Vous allez voir. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'une forme mécanique. Alors, vous voyez, les pompes, déjà, Francesco di Giorgio Martini, la génération des Génois avant Léonard, travaille dessus. Alors, ces pompes, vous voyez, des pompes aspirantes refoulantes, avec on les connaît déjà chez Francesco di Giorgio. Mais elles sont relativement primitives. Hein, on voit qu'il y a ce système, vous voyez, les deux corps de pompe avec les systèmes foulant-refoulant. On voit bien que ces systèmes marchent avec des systèmes Biel-Manivelle. Bon. Mais Léonard va apporter... vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il transfère des idées d'un champ complètement différent de celui des pompes au champ des pompes, des idées nouvelles. Et voilà les premiers dessins. Vous voyez, là, les pompes vont fonctionner avec des cercles. Hein, des cercles et là, vous voyez des quarts de cercle. Vous allez comprendre mieux. Vous voyez, des cercles qui font fonctionner, vous voyez, donc on a un système de quarts de cercle et un système de liens, vous voyez, qui entraînent les corps de pompe. Alors, il s'agit, vous voyez, au premier plan, vous avez une sorte de navire plein de pierres qui va servir de contrepoids. Donc, c'est ça le moteur. On va pousser la barque et ensuite, le papillon que vous avez au-dessus va faire fonctionner le corps de pompe. Mais vous voyez, tout ça est venu au départ d'une réflexion sur les trébuchets. Et c'est ça l'intelligence créatrice, c'est d'être capable de passer d'un champ à un autre, de la filière soie à la filière laine. Et vous voyez ici cette reconstitution que nous avons faite pour une exposition à Nancy l'an dernier. Hein, vous voyez comment fonctionnent les choses. Au passage, vous voyez que la 3D nous permet de rendre très compréhensibles des systèmes techniques qui, autrement, resteraient vraiment des choses de techniciens. Voilà, donc c'est par ces images d'eau qui jaillissent du cœur de la Toscane que je voudrais finir cette présentation en rappelant donc que le génie, c'est une idée qui fonctionne assez mal si on ne pense pas que les gens sont toujours juchés sur les épaules des géants. Et Léonard de Vinci, il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui anticipe le futur, il faut le voir comme un homme de son temps qui sait faire la synthèse de toute l'intelligence qui lui est contemporaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues, merci beaucoup, Pascal, pour cette leçon comment il faut démonter un génie pour mettre en valeur un grand homme. Et d'ailleurs, la leçon qui nous est donnée là, du fait que en faisant passer des concepts d'un domaine scientifique à un autre domaine scientifique, d'un domaine de la connaissance à un autre domaine de la connaissance, qu'on avance le mieux, je pense que c'est une leçon qui est connue de nos docteurs, parce que les progrès se font par croisement entre les domaines. Bien, donc nous allons commencer à la cérémonie proprement dite de remise des diplômes. Et je vais appeler sur l'estrade, sur la scène, des responsables d'écoles doctorales, des responsables de composantes de l'université qui vont accompagner notre travail. Donc je commence par appeler Roger Fontaine, vice-président aux relations sociales, chargé de la vie universitaire et de la politique de l'emploi, et qui est professeur des universités en psychologie. J'appelle Joël Biard, directeur de l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société, professeur des universités de philosophie,
et j'appelle Bernard Buron, directeur de l'UFR Arts et Sciences Humaines, qui est maître de conférences en sociologie. Et nous allons commencer par remettre les doctorats de l'école SHS, Sciences de l'Homme et de la Société. Et pour faire un lien avec l'entrée musicale, nous commencerons par le doctorat de musique. Doctorat de musique qui, d'ailleurs, ne couronne pas nécessairement des musiciens, mais couronne des musicologues. Donc nous commençons par appeler Aline Dumery. Du Bestiaire ou Cortège d'Orphée, 1911, d'Apollinaire par Francis Poulenc, Louis Duret et autres compositeurs, analyse et études stylistiques sous la direction d'Henri Gonard dans l'équipe Interaction culturelle et discursive. Notre second docteur en musique est Gwenaël Evano. Les parodies... Gwenaël Evano. Merci. Les parodies de spectacles parisiens sous l'Ancien Régime, études des procédés musicaux sous la direction de Xavier Bizarro au Centre d'études supérieures de la Renaissance. J'appelle à présent Rémi Lecomte. La représentation de la musique dans le cinéma de fiction, l'exemple de la musique diégétique dans le cinéma français des années 1960, sous la direction de Vincent Cotreau et Valérie Vigneault, dans l'équipe Interaction culturelle et discursive. Marilus Trottmann. Le chant dans les monastères cisterciens de l'Europe francophone entre 1521 et 1903. Enquête sur les livres de chœur imprimés et manuscrits sous la direction de Xavier Bizarro au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Et après la musique, nous passons à l'histoire de l'art, avec d'abord Claudie Vareille. Le titre de la thèse, L'homme sauvage dans le décor architectural en France,
sous la direction d'Alain Salamagne, au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Maintenant, nous accueillons Laure Ducot. Albert Nicolas Normand, 1822-1909, ou Les leçons de Rome, sous la direction de Jean-Baptiste Ménard, dans l'équipe Interaction culturelle, Interaction, transfert, rupture artistique et culturelle. Après l'histoire de l'art, l'histoire, avec Claire Barker. Les serviteurs de Navarre à Tours dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous la direction de Gérald Schex, au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Puis Claire Marchand. Le médecin et l'alimentation, principes de nutrition et recommandations alimentaires en France entre 1887 et 1940, sous la direction de Jean-Pierre Williot dans l'équipe Léa, l'équipe alimentation. Et nous passons à la psychologie avec Guillaume Jiménez. Traitement des gestes sans signification en mémoire de travail, structure, stratégie et optimalisation, sous la direction de Valérie Penquin dans l'équipe d'accueil psychologie des âges de la vie. Puis Kathleen Huré. Traitement de l'information sociale
et statut dans le bullying chez les adolescents sous la direction de Roger Fontaine dans l'équipe Psychologie des âges de la vie. À présent, un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Et j'appelle Mohamed Ali Mosli. L'identité des villes tunisiennes et leur médiation par les arts sous la direction de Pascal Sanson dans l'UMR CITER, Cité, Territoire, Environnement et Société. Et je remercie mon collègue Bernard Buron, qui a bien travaillé, et j'appelle Philippe Windrix, qui est directeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance, directeur de recherche au CNRS en musicologie. Et nous accueillons un docteur de langue vivante d'allemand. Il s'agit de Isabelle Quirin. La germanisation de l'école en Alsace-Moselle et en Poznanie, 1871-1918, de l'impérialisme politique à la colonisation des esprits, sous la direction de Christine de Gémeaux dans l'équipe Interaction culturelle et discursive. Puis un doctorat d'espagnol avec Adeline Darrigol. Politique, linguistique et multiculturalisme en République de Guinée équatoriale de la colonisation espagnole à nos jours, sous la direction d'Alfredo Gómez Müller dans l'équipe Interaction culturelle et discursive. Un doctorat de lettres et linguistique avec Marie-Laure Tending. Parcours migratoire et constructions identitaires en contexte francophone, une lecture sociolinguistique du processus d'intégration des migrants africains en France et en Acadie du Nouveau-Brunswick, sous la direction de Didier de Robillard, dans l'équipe préfixe d'Inadiv. Et à présent, plusieurs doctorats de lettres modernes, en commençant par Kisito Ona. Du plagiat en littérature, prolégomènes à une étude littéraire pour un usage juridique, sous la double direction d'Hélène Morel-Indard et François Guyoba, dans l'équipe Interactions culturelles et discursives. Rémi Gimenez. Charlotte Guyard au Soleil d'Or, 1507-1557, une carrière typographique sous la direction de Marie-Luce de Monet au Centre d'études supérieures de la Renaissance.
Tracy Holland Etsenji. Littérature et musique, essai poétique d'une prose narrative musicalisée dans Ritournelle de la fin de Jean-Marie Gustave Leclésio, Tous les matins du monde de Pascal Guillard, Les ruines de Paris de Jacques Réda et Jazz de Toni Morrison sous la direction de Jean-Jacques Tatin-Gourier dans l'équipe Interactions culturelles et discursives. À présent, un doctorat de littérature comparée, Marjorie Rousseau. Des filles sans joie, le roman de la prostituée de la seconde moitié du XIXe siècle, Espagne, France, Russie, sous la direction de Philippe Chardin, équipe Interactions culturelles et discursives. Et je remercie Roger Fontaine, Joël Biard et Philippe Wimbrix. Et j'appelle Bénédicte Delaunay, vice-présidente chargée de la vie étudiante, du handicap, de l'égalité et de la diversité. Professeure de droit public. Elle arrive, me dit-on. J'appelle Bénédicte François, directrice adjointe de l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société, professeure de droit privé et sciences criminelles, et Nathalie Albert, directrice de l'UFR, l'unité de formation et de recherche, de droit, économie et sciences sociales, professeure de droit public. Vous avez vu... Participe à un concours de plaidoirie. Ah. Alors elle est peut-être un petit peu en retard et je prie de bien vouloir Bon. l'en excuser. Donc notre collègue Bénédicte Delaunay, effectivement, est pris par une obligation professionnelle, concours de plaidoirie, ce qui est aussi une forme de scénographie, hein, j'imagine. Mais bon, donc nous allons continuer en l'imaginant ici avec nous. Voilà. Et nous avons 2 docteurs en droit public, à commencer par Al-Mokhtar Al-Mdago. La notion de dommage causé par le dumping selon les accords de l'OMC. Excusez-moi. Quoi ? Excusez-moi. Ce docteur a été empêché au dernier moment. Il n'est pas là, présent avec nous. Mais nous pouvons quand même saluer son travail, néanmoins. Oui. Et donc, nous avons un docteur en droit public, et il s'agit de Floriane Boulet. L'évolution de l'intercommunalité en France entre modernisation et tradition, sous la direction de Nicole Le Rousseau, dans le laboratoire d'études et de recherche sur l'action publique. À présent, plusieurs docteurs en sciences de gestion, en commençant par Julie Demaret. Le processus de construction de légitimité des contrôleurs de gestion, sous la direction de Jérôme Méric, au sein du laboratoire Val-de-Loire Recherche en Management. Franck Gavoil.
conceptualisation et étude du processus de formation de l'image métier, sous la direction de Franck Briet et Jean-Yves Saulquin, au sein du laboratoire Val-de-Loire Recherche en Management. Suzanne Mohammad. L'impact de l'attitude à l'égard de l'argent sur l'image perçue de la banque, une application au contexte syrien, sous la direction de Véronique Desgaret, au sein du laboratoire Val-de-Loire Recherche en Management. Donc, ceci conclut nos docteurs en sciences de l'homme et de la société qui ont pu faire le déplacement aujourd'hui. Et je remercie Nathalie Albert et Bénédicte François. Et je vous propose un intermède musical.
Nous allons poursuivre avec les diplômés de l'école doctorale mathématiques, informatique, physique théorique et ingénierie des systèmes. Et vont monter sur la scène Arnaud Giacometti. Arnaud n'est pas là. Bon, donc je vais appeler directement Alain Roncin, vice-président du conseil d'administration, chargé des moyens et de la qualité, professeur des universités en électronique, optronique et système. J'appelle également Hubert Cardot, directeur de l'école doctorale mathématiques, informatique, physique théorique et ingénierie des systèmes, ainsi que Emmanuel Néron, directeur de l'école polytechnique universitaire de notre université, professeur en informatique. Donc, nous allons commencer par la discipline informatique avec un premier docteur qui est Alexandre Lissy. Utilisation de méthodes formelles pour garantir des propriétés de logiciels au sein d'une distribution, exemple de noyau Linux, sous la direction de Patrick Martineau, thèse effectuée au sein du laboratoire d'informatique. Et maintenant, Alina Meureti. Oh, excusez-moi, Meureta. Smart Web Accessibility Platform, Diplomacy Compensation and Web Structure Improvement, sous la direction de Mohamed Slimane, thèse effectuée au laboratoire d'informatique. Et nous passons aux mathématiques. Et j'appelle Ali Maki. Morphisme harmonique et déformation de surface minimale dans des variétés de dimension 4. Directeur de thèse Marc Soré, thèse effectuée au laboratoire de mathématiques et physique théorique. Puis, Kuok Ung Nguyen. Théorie non linéaire du potentiel et équation quasi linéaire avec données-mesures, thèse effectuée sous la direction de Laurent Véron et Marie Véron, laboratoire de mathématiques et physique théorique. Et Julie Auger. Méthode probabiliste pour l'évaluation de risques en production industrielle, directeur de thèse Emmanuel Le Signe, laboratoire de mathématiques et physique théorique. Je remercie Hubert Cardot et Emmanuel Néron. Et nous allons faire... Et voilà, tu continueras après. Et nous allons
faire un intermède original, puisqu'on nous n'avons pas fait ces dernières années, et pour cause, nous allons parler de quelque chose qui n'existait pas. Je veux parler de ma thèse en 180 secondes. Donc, quelques mots là-dessus très rapides. La grande majorité d'entre vous dans la salle savent ce qu'est une thèse de doctorat, ce que l'on fait aujourd'hui. Une thèse de doctorat. La grande majorité le savent parce qu'il y a beaucoup de docteurs dans l'amphithéâtre, dans la salle, et il y a beaucoup de proches de docteurs qui ont vu les docteurs travailler. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une thèse de doctorat? Pour dire les choses vite, c'est 3 ou plus années de travail intensif et très spécialisé. Ça peut être solitaire, ça peut être en équipe, ça dépend un petit peu des contextes, mais c'est quand même 3, 4, voire 5 années d'un travail intensif qui débouche sur un document, en particulier, en général sur un document qui fait entre 150 et 800 pages. Voilà. Et nous nous sommes lancés, je dis nous, c'est à nous très large, dans un concours un petit peu fou, qui est un concours international francophone, qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. De quoi s'agit-il? Il s'agit de présenter son travail de thèse, donc ça peut être un doctorant ou un docteur récent, et avec des règles du jeu qui sont simplissimes. C'est une estrade, un micro, une diapositive et 180 secondes. Et à partir de là, il faut présenter son travail de thèse. Pas présenter, évidemment, l'ensemble du travail de thèse, le fond, mais au moins donner un aperçu de ce que c'est, de ce qu'est sa contribution, et de donner envie aux gens d'aller voir plus loin. Bon, cet exercice a un double intérêt. D'abord pour le doctorant, ou pour le docteur, c'est un excellent apprentissage de la communication, évidemment. 3 ans de travail en 3 minutes. C'est un exercice, pour l'expérience qu'on en a déjà, qui est à la fois extrêmement formateur et ludique. Et c'est aussi un intérêt pour le grand public, à qui ça permet d'avoir une découverte, une première approche de la variété des sujets développés par les doctorants et de leur talent pour présenter leur travail. Voilà. Donc, l'Université François Rabelais a participé à ce concours pour la première fois l'année dernière. Et cette année, nous poursuivons cette expérience en relation d'ailleurs avec les universités de notre future université confédérale qui ont été citées tout à l'heure. Donc, je crois qu'il y a 2 petits films qui vont présenter la thèse en 180 secondes. I saw you, I remembered something. You'll be gone by Monday. But this time I beat you to the punch. Je vais vous raconter cette histoire méconnue. Hépatite, foie, en grec, je vous assure, c'est logique. Le poulet du futur. Mais les chercheurs sont complètement fous. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Je vais vous parler du poulet du futur. Voilà, vous souriez, vous vous dites le poulet du futur. Mais les chercheurs sont complètement fous. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Non. Les chercheurs ne sont pas complètement fous, comme vous avez pu le penser une seconde, car il y a quelque chose de très sérieux derrière ces études. Il y a quelque chose de très sérieux, car aujourd'hui, nous sommes 7 milliards sur Terre, et en 2050, nous serons 9 milliards, et tout ceci dans un contexte de réchauffement climatique. L'un des enjeux majeurs pour le monde est donc de pouvoir nourrir tous les hommes demain
en produisant plus et mieux. Le poulet est actuellement la deuxième viande la plus consommée dans le monde et il est majoritairement produit dans les pays chauds. Sauf que ce poulet supporte très mal la chaleur. Ce poulet, avec ses plumes, il est un petit peu comme si vous étiez sur la plage par 40 degrés avec un manteau de fourrure. Mais nos chercheurs, les chercheurs de mon laboratoire, ont trouvé la solution pour améliorer leurs conditions de vie grâce à une technique qui s'appelle l'acclimatation embryonnaire à la chaleur. Qu'est-ce que c'est? En fait, jusqu'à maintenant, dans les couveuses, les œufs étaient incubés à une température constante. L'acclimatation embryonnaire à la chaleur, elle, consiste à augmenter de façon cyclique la température dans les couveuses. Et les œufs issus de cette technique permettent d'obtenir des poulets qui supportent beaucoup mieux la chaleur. Alors, pendant ma thèse, je me suis demandé, mais comment? Par quel mécanisme? Premièrement, j'ai pu montrer que ces poulets avaient une température corporelle qui était moins élevée que les poulets qui n'avaient pas eu d'acclimatation. Alors, j'ai été voir un petit peu plus loin, dans la cellule, au niveau d'un compartiment qui est le chef d'orchestre de la production de chaleur et qui s'appelle la mitochondrie. Eh bien, il s'avère que ces mitochondries, chez ces poulets, elles sont moins actives. Elles vont produire moins de chaleur. Également, j'ai pu montrer que les vaisseaux sanguins de ces poulets avaient de petites modifications qui leur permettaient de mieux dissiper la chaleur. Ainsi, grâce à ces deux mécanismes, ces poulets produisent moins de chaleur interne et ont une plus grande capacité à dissiper leur chaleur lorsqu'il fait chaud. Mais ce n'est pas tout. J'ai également été regarder différents critères de stress et lorsqu'on expose ces poulets à un coup de chaleur, eh bien, ils sont moins stressés. Voilà. Finalement, grâce à une technique très simple et facilement applicable, nous obtenons des poulets qui sont adaptés à la chaleur et prêts à mieux vivre dans les pays chauds et à mieux nourrir les hommes demain. Voilà. Ces poulets, au chaud, ils sont bien. Ils sont un petit peu comme si vous étiez sur la plage, par 40 degrés, mais en maillot de bain. Merci. Je ne sais pas si vous avez chronométré, mais ça fait exactement 180 secondes, pas une de plus. Alors, tous les personnes qu'on a vues défiler dans le film et qui présentent leur thèse sont des docteurs de l'université François Rabelais. Et Thomas Loyot, qu'on vient de voir, on aurait pu l'avoir en direct, puisque je crois qu'il va passer sur l'estrade tout à l'heure. Bien. Donc, nous allons poursuivre la remise des doctorats pour l'école doctorale Énergie, Matériaux, Sciences de la Terre et de l'Univers. Et j'appelle sur la scène Alain Roncin, qui y était déjà il y a quelques instants, Marc Letiec, directeur adjoint de l'école doctorale, professeur d'électronique, et Patrick Lafez, directeur de l'IUT de Blois, professeur dans le domaine des milieux denses et matériaux. Et nous allons commencer par les doctorats de chimie avec Mika Ba. Synthèse et propriétés fonctionnelles de céramique et monocristaux piézoélectriques sans plomb, sous la direction d'Isabelle Lafez et Emmanuel Leclésio, à l'UMR, matériaux, microélectronique, acoustique et nanotechnologie. Puis Aurélien Boisset. Électrolyte pour supercondensateur asymétrique à base de MnO2, sous la direction de Myriam Anouti et Thierry Brousse, au laboratoire de physico-chimie des matériaux et des électrolytes pour l'énergie.
Saint-Martial Degbia Wantaga. Semi-conducteur organique conjugué par l'élaboration de dispositifs photovoltaïques hybrides solides à colorant, sous la direction de François Tranvent et Bruno Schmalz. Laboratoire de physico-chimie des matériaux et des électroniques pour l'énergie. Et nous passons au doctorat d'électronique, avec d'abord Émilie Baët. Réalisation et caractérisation de CMU de basse température pour application d'imagerie médicale, sous la direction de Daniel Alquier, au laboratoire matériaux microélectroniques, acoustiques et nanotechnologie. Le laboratoire matériaux microélectroniques, acoustiques et nanotechnologie, qui est d'ailleurs le laboratoire de Patrick, je crois, est bien connu sous le nom de Grément. C'est le même. J'appelle maintenant Samuel Ménard. Périphérie Triac à base de silicium poreux, sous la direction de Gaël Gauthier, au laboratoire Grément. Je précise pour les marins, ça. Richard Nizigi Yimana. Diagnostic de réseau électrique et communication par CPL, sous la direction de Jean-Charles Lebunetel et Philippe Ravier, au Grément. Ce sera court. Je remercie Patrick Lafez et j'appelle le directeur du second IUT de notre université, qui est l'IUT de Tours, directeur Yves Ringeau. Pour un doctorat dans le domaine du génie mécanique et productique, en la personne de Anaya Hassan. Analyse des propriétés physiques et mécaniques des nanocomposites polyamide 12, cloisite 30B en lien avec leur nanostructure, sous la direction de Noureddine Haït Hossine au laboratoire de mécanique et rhéologie. Puis un doctorat de physique, Mohamed El Amrani. Synthèse et caractérisation spectroscopique d'oxyde multiferroïque, sous la direction de François Gervais et Mustapha Zagraoui, dans le groupe de recherche en matériaux microélectroniques, acoustiques et nanotechnologie. Enfin, toujours au sein de l'école doctorale Énergie, matériaux, sciences de la Terre et de l'univers, il y a des doctorats en sciences de la vie et de la santé. Il y a toujours eu à Tours, il y a une tradition ancienne de lien entre la physique et les sciences de la vie. Donc il y a 4 docteurs de cette école doctorale
en sciences de la vie et de la santé. Et je commence par Isabelle Philippiac. IRM de diffusion des fibres blanches cérébrales, développement et validation d'un objet test, sous la direction de Jean-Philippe Cotier et Laurent Barentin, dans l'équipe INSERM U930, Imagerie et Cerveau. Puis Tony Matteo. Échographie oculaire transcoréenne par sonde linéaire multi-éléments haute fréquence, étude et correction des effets aberrateurs du cristallin dans la reconstruction d'images en mode B, sous la direction de Frédéric Ossan, dans l'équipe INSERM U930, Imagerie et Cerveau. Redouane Ternifi, qui est un doctorant qui s'est particulièrement impliqué dans la diffusion de la culture scientifique et technique. Mesure de la pulsatilité naturelle du tissu cérébral par ultrason, sous la direction de Jean-Pierre Remenria, équipe INSERM U930, Imagerie et Cerveau. Et enfin, Chloé Trarieux, qui joue un rôle particulier dans un projet de création d'entreprise, je crois. Mesure des propriétés viscoélastiques non linéaires par une méthode d'acousto-élasticité dynamique, application aux produits cosmétiques, sous la direction de Marielle Desfontaines, dans l'équipe INSERM U930, Imagerie et Cerveau. Et je remercie mes collègues Alain Rossin, Marc Letiec et Yves Ringeau. Place au piano.
Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant arriver à notre 4e et dernière école doctorale, qui est l'école doctorale Santé, Sciences biologiques et Chimie du vivant. Et j'appelle sur scène Nadine Imbaud, vice-présidente de l'université, chargée de la formation initiale et continue, maître de conférences en physiologie. Philippe Roinjard, directeur de l'école doctorale, professeur des universités et praticien hospitalier en biologie cellulaire, et Patrice Dio. Ah, Patrice nous a fait faux bon. Patrice Dio est directeur de l'UFR de médecine. Alors, apparemment, il n'est pas là avec nous ce soir. Il a dû avoir un empêchement majeur. Donc, qui souhaite venir lire les titres de thèse en santé? Pardon? Je le fais moi? Bon. Allons-y. Bien. Donc, il y a un seul, ou quasiment un seul type de doctorat dans cette école doctorale, mais il y a de nombreux doctorants. Doctorat de sciences de la vie et de la santé. Et nous commençons par Ashraf Adib. Caractérisation des ovulations silencieuses induites par effet mâle chez la brebis en Anostreus saisonnier. Application à l'insémination artificielle sans hormones exogènes, sous la direction de Philippe Cheminot, dans l'unité UMR, dans l'unité partagée avec l'INRA, qui s'appelle Physiologie de la reproduction et des comportements. Dolores Isidora Batonon. Système d'alimentation alternatif pour le développement des filières volailles en région chaude, sous la direction de Philippe Lescoat, dans l'unité de recherche de l'INRA qui s'appelle Recherches avicoles. Amina Boucherma Bouassida. Caractérisation des cellules souches mésenchymateuses natives, sous la direction de Philippe Rosset, dans l'équipe micro-environnement de l'hématopoïèse et cellules souches. Virginie Drifort. Signification clinique de l'expression de la protéine NA1.5 dans le cancer du sein et influence d'un régime enrichi en acides gras polyinsaturés sur le développement métastatique. Sous la direction de Philippe Bougnou, dans l'unité INSERM, Université, Nutrition, Croissance et Cancer. Stéphanie Duval. Imagerie du micro-environnement matriciel tumoral, les éparanes mimétiques, sous la direction de Denis Guillotot, dans l'unité INSERM Imagerie et cerveau. Tessir El Ghizani.
Identification et caractérisation des orthologues du transporteur humain ABBCC10 chez Caranthus roseus et Arabidopsis thaliana. Sous la direction de Benoît Saint-Pierre et Saïdi Triki, dans l'équipe d'accueil biomolécules et biotechnologie végétale. Loïc Etienne. Assemblage et sécrétion du virus de l'hépatite C, identification de 10 résidus de la protéine de capside important pour optimiser la production du virus in vitro. Sous la direction de Christophe Ouriou, dans l'unité INSERM, morphogénèse et antigénicité du VIH et des virus des hépatites. William Guédon. La cellule épithéliale intestinale dans l'induction des réponses immunitaires au cours de l'infection par Cryptosporidium parvum. Rôle des peptides antimicrobiens et des micro-ARN. Sous la direction de Sonia Lamandé, dans l'unité Université INRA, infectiologie et santé publique. Anthony Guillure. Organisation spatiale de la voie de biosynthèse des alcaloïdes indoliques monoterpéniques chez Caranthus roseus et identification d'éléments de régulation par le méthyljasmonate. Sous la direction de Nathalie Guivarch, dans l'unité biomolécules et biotechnologie végétale. Iyab Kazma. Modulation de l'alloréactivité et des fonctions des cellules dendritiques humaines par différentes populations de lymphocytes T préactivés. Sous la direction de Christophe Baron, dans l'équipe cellules dendritiques et greffes. Laurie Lajoie. Le FCYR3A/CD16A des cellules natural killer humaines. Régulation de son expression et variabilité de ses réponses fonctionnelles induites par son engagement. Sous la direction de Gilles Thibault, dans l'unité génétique, immunothérapie, chimie et cancer, qui est une unité université CNRS. Maintenant, Thomas Loyot, que nous avons vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc, il faut savoir que Thomas a gagné le concours interrégional de ma thèse en 180 secondes et a représenté l'interrégion à la finale de France, à Lyon, où malheureusement il n'a pas été dans les 3 premiers pour aller à Montréal pour la finale internationale, mais il s'est très bien classé. Le titre, le sujet de sa thèse, vous l'avez entendu tout à l'heure, il était dirigé par Anne Collin dans l'unité de recherches avicoles. Marine Naudin.
étude des marqueurs olfactifs de la dépression et d'une maladie co-occurrente, la maladie d'Alzheimer, sous la direction de Boriana Astanasova, dans l'unité Imagerie et cerveau. Christophe Passot. Expression du récepteur FcRn et pharmacocinétique des anticorps thérapeutiques, sous la direction de Valérie Gouilleux, dans l'unité Génétique, immunothérapie, chimie et cancer. Maxime Reverchon. Influence des apidocytokines, chémerine, vistafine et résistine sur la fonction de reproduction femelle, sous la direction de Joël Dupont, dans l'unité Physiologie de la reproduction et des comportements. Et enfin, pour conclure ces doctorats en sciences de la vie, Aurore Rossignol. Analyse des différences d'invasion cellulaire entre Salmonella gallinarum et Salmonella enteritidis, deux sérotypes génétiquement proches, sous la direction de Philippe Welge, dans l'unité Infectiologie et Santé publique. Enfin, et pour conclure, un doctorat de psychologie soutenu au sein de l'école doctorale santé, et la docteure est Capucine Toxé. Rôle du contrôle exécutif dans l'utilisation de stratégies en mémoire épisodique. Exemple de l'effet de l'âge et d'une tâche d'attention divisée. Sous la direction de Laurence Tacona, au sein du laboratoire Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Je remercie Nadine et Philippe. Et avant de conclure, je voudrais ajouter un mot. Je voudrais ajouter que dans la rubrique du doctorat en art graphique et sciences politiques, mention liberté de penser, de dessiner et de provoquer, nous aurions pu délivrer un doctorat virtuel à Charlie. Ceux qui sont en désaccord avec cette proposition ne s'offusqueront pas trop, puisque ce doctorat virtuel n'existe pas. Et nous avons un second intermède pianistique.
Merci aux musiciens, à tous les musiciens, merci à tous. Évidemment, on ne quittera pas la promotion Léonard de Vinci sans faire de la promotion pour Léonard de Vinci. Et vous dire qu'il y a de nombreux ouvrages qui sont édités par les presses universitaires François Rabelais, dont un qui compléterait, si vous le souhaitez, la présentation de Pascal Briouat sur les engins de chantier de Léonard de Vinci. Et nous avons amené quelques exemplaires, je crois, Pascal, au fond de la salle. Je vous propose 2 minutes de pause et je vous présenterai après, au nom de l'ensemble de l'université, mes vœux.